Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis designer tricot et ceci est un podcast principalement dédié à mes créations autour des arts du fil. Bienvenue. Merci beaucoup de me retrouver pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Merci énormément pour vos gentils retours sur l'épisode précédent qui était long mais que j'ai beaucoup aimé enregistrer. Je vous retrouve avec pas mal de petites choses à vous présenter. J'ai un nouveau modèle à vous montrer, quelque chose que vous n'avez jamais vu. C'est en fait 2 modèles en un. Je vais aussi vous montrer un nouvel en cours et on va également parler cette fois-ci tissage. Donc ça va être le dernier épisode un petit peu récapitulatif de ce que j'ai fait au mois de décembre. Et après ça, on retrouvera un rythme de podcast normal quand j'aurai des choses à vous dire. J'ai l'impression qu'on est sur quelque chose de bimensuel en général, donc voilà. On reprendra un rythme où je vous montrerai précisément ce sur quoi je suis en train de travailler. Je m'excuse si je suis un petit peu distraite, j'ai ma mère qui est avec moi à la maison et elle a un souci de vision, donc on s'est fait un système, voilà, si elle a besoin de moi urgemment, parce qu'elle n'y voit rien, voilà. Donc si je regarde un petit peu ailleurs, c'est parce que je vérifie que tout va bien. Voilà, je vais commencer rapidement avec ce que je porte. Je porte le pull Diomir, qui est un de mes modèles, qui est un pull, donc un raglan, avec un motif de jacquard sur le bas du pull et les manches. Donc c'est un modèle très débutant, si vous n'avez jamais fait de jacquard, voilà, c'est tout bon. Et c'est un pull que j'ai tricoté avec le fil Corlaine de Maison Corlaine, qui est un mérino d'Arles, teint donc par Maison Corlaine. Et donc c'est les coloris Léon et Philomène, et je les inverse toujours. Il me semble que Philomène c'est le bleu foncé et que Léon c'est le gris clair. Mais voilà, c'est un pull que j'aime beaucoup parce que la laine est vraiment très très douce. Ça m'avait beaucoup surpris quand je l'avais tricoté. C'est le plus doux des mérinos d'Arles que j'ai vu. Il est très différent des fils Ulysse et Gilliatt, etc. de Dererum Natura, qui sont aussi du mérino d'Arles, mais qui sont un peu plus secs peut-être au toucher. Là, une fois bloqué, une fois tricoté, c'est vraiment très très particulier comme toucher et très agréable. Voilà. Je vais commencer tout de suite. Vous trouvez tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si un passage ne vous intéresse pas, que vous voulez sauter une section, n'hésitez pas à regarder ça. Il vous suffit de cliquer sur le temps qui est indiqué au début de la section qui vous intéresse. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux, mes boutiques de patrons et ma page Patreon. Voilà. Je vais commencer avec un nouveau modèle que je viens tout juste de publier sur Ravelry, et c'est quelque chose, et c'est quelque chose que vous n'avez pas vu puisque je l'ai fait tricoter par Lucie, donc ma Sable Knitter, que je remercie encore 1000 fois. Donc vous ne l'avez pas vu, c'est une écharpe. Il s'agit de l'écharpe Ocean Born. Donc c'est une grande écharpe torsadée. Donc elle se commence ici par... Alors on va tout de suite admettre que Lucie tricote parfaitement bien. Donc elle m'a fait deux prototypes pour moi, donc je la remercie encore 1000 fois. Si vous savez pas ce que c'est une sample knitter, c'est quelqu'un qu'on embauche, qu'on paye d'une façon ou d'une autre pour tricoter les prototypes à notre place. Et donc j'avais fait appel à elle il y a quelques mois pour me faire gagner un peu de temps sur les sorties hivernales. Et donc elle a un tricot qui est impeccable, ses torsades sont vraiment très 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 belles. Et elle m'avait fait aussi les moufles en jacquard Azalaïs et c'était aussi impeccable. Donc je suis absolument ravie et très reconnaissante de son aide. Et quand j'ai reçu l'écharpe tricotée,
Voilà, c'est un peu particulier d'avoir imaginé le modèle, mais de pas l'avoir vu jusqu'à ce qu'il soit complètement fini. Et je suis vraiment enchantée. Il se commence en bas ici par un montage en I-cord. Si vous avez fait l'étole Alma Venus que j'ai sorti l'année dernière, en janvier aussi il me semble, ou en février, c'est le même principe. Donc vous faites un I-cord ici et ensuite vous relevez des mailles le long de cet I-cord, ce qui vous permet d'avoir la bordure propre en bas et d'avoir ensuite l'I-cord sur les deux côtés. Donc l'I-cord c'est un tube que l'on tricote et ça fait une bordure toute propre. Voilà. Vous mettez ensuite en place le panneau de torsade. Donc l'écharpe se divise en 3 parties. La moitié de l'écharpe est toute torsadée. Donc ce sont des torsades de 2. Donc des torsades, il y a des torsades 1-1 ici et des torsades 2-2 ici. Donc des torsades qui se font sur 2 et 4 mailles. Ce sont les torsades les plus petites, les plus simples. C'est une répétition courte, c'est sur 8 rangs. Et donc on tricote à plat et tous les rangs en vert sont des rangs dits de repos. C'est-à-dire que on n'a rien à faire si ce n'est tricoter à l'endroit les mailles en droit et à l'envers les mailles en vert. Donc en fait il n'y a que 4 rangs de torsade. Une fois mis en place, on voit très bien où on est. Et donc, ça fait ce très beau panneau qui a l'air beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est un modèle qui est totalement accessible aux débutants en torsade. J'ai dans mes testeurs des gens qui n'avaient jamais fait de torsade et il n'y a eu aucun souci. Ce sont vraiment les torsades les plus simples. Répétition courte, donc vraiment, il y a tout qui est mis en place pour que ce soit facile. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les grilles, j'ai mis aussi les instructions écrites. Donc voilà, c'est 100% débutant friendly. Donc voilà. Ne me demandez pas s'il est accessible aux débutants, je vous le dis, oui, un grand oui. Donc la moitié de l'écharpe se fait comme ceci, tout en torsade. Et ensuite la seconde moitié est divisée en 2 parties. Le troisième quart a un autre diagramme où en fait une partie des torsades disparaît, vous voyez ici, et deviennent tout simplement des côtes en fait, voilà, des mailles en droit ou des mailles en vert selon. Et vous gardez en gros une torsade sur 2. Vous avez des mailles glissées ici aussi, hein, voilà, qui séparent un petit peu les différentes torsades. Voilà. Et le tout dernier quart de l'écharpe, ce ne sont que des côtes, toutes les torsades ont disparu et on finit tout en côte jusqu'à la fin où on fait donc un rabat en I-cord, ce qui fait une finition très propre tout autour de l'écharpe puisque vous avez l'I-cord qui fait tout le tour. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est une écharpe qui s'adapte facilement à tout type de laine puisque dans le patron on vous dit simplement diviser votre laine en 4, vous utilisez 2 quarts pour une moitié, 1 quart et 1 quart. Et donc si vous avez moins de fils, si vous avez plus de fils, si vous avez envie d'un poids de fil différent ou que l'écharpe soit plus ou moins longue, c'est tout à fait possible de l'adapter. Pour ma part, j'ai fait utiliser à Lucie la laine de Lauriane Tôt le Matin Yarns dans sa base Highland Decay, donc qui est 100% pure laine Highland. La Highland c'est une laine qui vient du Pérou en général, d'Amérique latine. C'est assez proche des Merino d'Arles au niveau du toucher. C'est un toucher qui est un peu sec mais qui est pas du tout piquant. C'est une laine qui gonfle bien, qui est très sympa pour du jacquard et aussi pour des torsades un peu floues, puisque vous avez, elles ressortent très très bien, mais ça vous fait un effet un petit peu moins 3D pop que si on utilisait un fil qui était super lisse et super wash. C'est une vase qui est non super wash aussi. Et donc c'est son coloris profondeur c'est à peu près fidèle à mon retour caméra. C'est un bleu froid un peu moyen. Voilà, et donc vous aurez compris que ça a inspiré le nom de l'écharpe, donc Oceanborn, né de l'océan. C'est aussi un album
de musique. Et tout simplement parce que ça me faisait vraiment penser à des vagues, à vraiment les eaux profondes, tout ça. Et j'aime énormément cette écharpe. Donc j'essaie de vous la montrer un petit peu de plus loin. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, elle est tout à fait accessible. Donc c'est une écharpe, hein. Elle est tout à fait accessible aux débutants. Je voulais relever un point au niveau de l'icord, parce que c'est une question que j'ai souvent. Quand vous faites un icord comme ça de deux côtés, alors il y a deux façons de faire un icord. Vous avez une façon qui consiste à faire sur un rang une maille endroit, une maille glissée, une maille endroit, et sur le rang retour, une maille glissée, une maille endroit, une maille glissée. Voilà, ça vous fait un icord. Je n'aime pas trop cette façon parce que, pour plusieurs choses, je la trouve pas assez souple en bordure, et surtout je trouve que c'est plus difficile de se souvenir de ce qu'on doit faire, parce que c'est en fonction de la laine et tout ça, c'est un peu plus dur de voir est-ce qu'on a fait une maille endroit, glissée, maille endroit, ou glissée, maille endroit, glissée. C'est moins visuel. Donc l'autre façon de faire un icord, c'est sur un rang, vous glissez les 3 mailles avec le fil sur l'avant, et sur l'autre rang, vous les tricotez à l'endroit. Et ça vous fait aussi tourner le tube, et ça fait aussi un icord, et c'est beaucoup plus simple à tricoter, je trouve. Maintenant, si vous faites des deux côtés d'un panneau, comme c'est le cas ici sur une écharpe, quand vous... En fait, ce qui se passe, c'est que vous glissez les mailles avec le fil à l'endroit d'un côté et vous les tricotez à l'endroit de l'autre. Donc, techniquement, vous avez du même côté, là si je regarde l'endroit de l'écharpe, vous allez avoir d'un côté l'endroit de l'icord, là où vous allez tricoter les mailles, et à la fin, l'envers de l'icord, là où vous allez glisser les mailles. Et au début, avant que l'icord ne tourne, eh bien vous voyez un peu cet envers. Ça vous fait pas le même effet des deux côtés, parce que il faut attendre quelques rangs que l'icord tourne et se positionne bien. Donc quand vous faites ce genre de projet où vous avez un icord des deux côtés et que vous remarquez que d'un côté, donc à la fin de votre rang endroit, donc côté gauche en fait, votre icord il est pas beau et vous vous demandez pourquoi vous le faites forcément mal. Non, c'est normal, il faut attendre quelques rangs et vous voyez là ça a été tricoté de cette façon et vous voyez très bien que au final l'icord a tourné des deux côtés et qu'il est identique des deux côtés. Voilà, je voulais en parler parce que la finition en icord comme ça, c'est une finition que j'utilise beaucoup. Et ça fait plusieurs fois que j'ai des tricoteurs paniqués qui m'écrivent en me disant « Mon icord il marche pas d'un côté, c'est bizarre. » C'est normal, il faut attendre quelques rangs que ça tourne. Voilà. Donc une écharpe, c'est adaptable, c'est facile. Vous avez beaucoup de torsades. Donc c'est long, c'est une écharpe. Et si vous aimez beaucoup les torsades, mais à plus petite dose, j'ai fait un bandeau assorti. Donc qui est le bandeau Oceanborn, tout pareil. C'est un bandeau rond, en fait, vous montez les mailles ici, vous tricotez votre bandeau jusqu'à la longueur voulue, le patron vous indique quelle circonférence vous voulez pour tel tour de tête. Ils font pas mal d'aisance négative pour un bandeau, plus que pour un bonnet je trouve. Donc moi là j'ai 7 cm d'aisance négative, c'est-à-dire que mon tour de tête fait 55. Le tour de tête quand vous le mesurez c'est comme ça. D'accord? Voilà. Et le bandeau fait 48. Voilà. En fait, vous ne mesurez pas comme ça parce que vous voulez pas que votre bonnet il reste là, quoi. Donc en fait, il faut aller un peu vers la nuque et serrer par-dessus les oreilles. Voilà. Donc vous tricotez jusqu'à la longueur que vous voulez. Du coup, vous pouvez le faire pour des enfants, vous pouvez le faire pour n'importe qui. Et donc vous rabattez les mailles à la fin et ensuite vous faites une couture pour le refermer tout simplement.
en rond. Donc c'est la même torsade que celle qui est au centre de l'écharpe. Donc voilà, là aussi très simple, vous avez des mailles glissées et une bordure en point mousse. Et j'ai essayé de le mettre. J'aime bien, j'ai une tresse derrière, c'est vraiment pas pratique. J'aime bien les bandeaux parce que j'ai beaucoup de cheveux et souvent les bonnets, ça reste pas trop bien sur mes oreilles, en fait, sauf si je fais un bonnet avec une forme de rang raccourci un peu sur l'arrière, comme le bonnet Baker Joe de Cassie Jennings. Et voilà, donc le bandeau assorti à l'écharpe. Voilà, donc si vous n'êtes pas sûr d'aimer les torsades, si vous voulez juste essayer, ben vous avez la possibilité de tester sur le bandeau. Pareil, qui se tricote avec la même laine. Il se tricote juste à un échantillon un peu plus serré, parce que sur un bandeau, on veut quelque chose qui tienne bien, qui reste structuré, qui garde sa forme, alors que sur une écharpe, on peut se permettre quelque chose qui est un peu plus de drapé et qui soit plus aéré. Donc, le numéro d'aiguille recommandé, il me semble que là c'est 4 et là c'est 3,75. Voilà. Donc vous verrez les échantillons, je sais pas, je me souviens plus des chiffres, mais les échantillons sont légèrement différents aussi. Mais voilà, donc j'espère que ces deux modèles vous plaisent, ce sont mes deux gros accessoires de l'hiver. Je voulais que ce soit quelque chose de plus simple que ceux de l'année dernière, et qui vous permettent vraiment de vous lancer dans une technique si vous en avez envie. Et c'est très personnalisable à tout type de fil. Je dis beaucoup je vais arrêter. Mais voilà. Donc les deux patrons sont dispo sur Ravelry et Payhip. Sur Ravelry, pour la sortie, vous avez moins 15% sur l'écharpe jusqu'à dimanche avec le code Oceanborn. Donc comme d'habitude, tous les détails sont écrits dans la description, c'est écrit sur les pages Ravelry aussi. Donc vous avez moins 15% sur l'écharpe. Et si vous achetez l'écharpe et le bandeau est à moins 50%. Voilà, si vous voulez le duo, je trouve que c'est plus intéressant de vous proposer une façon plus abordable d'avoir un set quand vous avez deux modèles avec le même point ou vraiment deux modèles qui vont ensemble. Donc là, vous avez soit juste l'écharpe et c'est rétroactif, donc c'est-à-dire que si vous achetez l'écharpe maintenant et que vous voulez acheter le bandeau plus tard, ce sera à moins 50%. Et sinon, vous avez juste le bandeau tout seul aussi. Voilà. Je pense que j'ai tout dit sur Oceanborn. Voilà. Je suis très contente de mes photos, même si... Enfin, je suis très contente d'une partie des photos du patron, et après le souci c'est que sur les modèles comme ça, moi je veux montrer toutes les parties. Ça m'embête un peu de faire des modèles où il y a des changements et de pas vous montrer tous les changements parce que sinon après vous avez une mauvaise surprise. Donc du coup j'ai dû faire des photos un peu potiches où j'ai montré, regardez, ça c'est une partie. Ça c'est une deuxième partie. Et ça c'est une troisième partie. Donc c'est un peu ridicule. Mais les autres photos, les photos où je porte l'écharpe et où je montre un petit peu plus dans sa globalité, je les aime bien. Je les ai prises pendant que je faisais le vlogmas, donc vous avez peut-être vu aperçu cette séance. Et c'est marrant comme des fois ça marche très bien les séances photos et souvent c'est juste non, ça ne va pas. Quand vous remarquez que on voit pas ma tête sur les photos, c'est souvent que ça ne va pas. Que j'ai juste coupé ma tête parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, laisse tomber, je vais pas y arriver. Le tricot en soi est ok, mais ma tête, ça ne va pas. Donc ça arrive des fois. Pour ceux qui se demandent, je prends les photos. En fait, j'ai un minuteur et donc je lance le minuteur et le focus, la mise au point se refait quand je me remets en place. Et aussi j'ai un système avec mon appareil photo qui, quand je fais coucou, ça lance le minuteur. Voilà. Donc des fois je suis un peu cruche comme ça à faire eh oh à mon appareil photo avant de faire la pause pour la photo.
Mais voilà, c'est assez ridicule, mais on se débrouille comme on peut. Voilà, pour Oceanborn et pour la sortie, la deuxième sortie du mois de janvier. J'espère que ça vous plaît. Et je vais passer à un en cours, puisque j'ai monté un nouveau projet, qui est un nouveau design. Alors j'ai fini mon pull, mon pull Into the Woods de Melody Hoffman, qui est le yoke qu'elle a sorti. Il est sorti, ça y est. Et le yoke avec les petits arbres en coloris contrastant. Il est juste pas sec. Voilà. Donc je vous le montrerai la prochaine fois, ne vous inquiétez pas. Et du coup, j'ai monté un nouveau projet, qui est un nouveau design que j'ai prévu depuis un petit moment. En fait, cette base marbrée, donc c'est une base Highland aussi en fait, donc la même laine mais en fingering, et vous avez de temps en temps dans le fil un contrastant noir. Et donc moi j'ai trouvé cette base chez Les Petites Potions, donc Déborah, et j'en ai acheté quelques différents coloris parce que je trouve ça trop beau et je trouve ça vraiment très très joli en coloris contrastant aussi, en coloris varié pardon. Et elle a un Craig Nadun, je crois qu'il s'appelle, un coloris qu'elle a fait pour un des calendriers de l'Avent, et en bonne peste que je suis, je la harcèle. Non, je lui ai juste demandé si elle allait le refaire et quand est-ce qu'elle allait le refaire, parce que c'est très 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 joli sur des tons variés, je trouve, mais c'est aussi très très joli en ton uni. Et donc j'en ai quelques-uns pour un pull où ce sera que cette laine là, mais j'ai eu l'idée de prendre ça et de le doubler avec un mohair, parce que le mohair c'est rigolo, c'est fluffy, on s'amuse, machin, mais moi j'ai envie d'expérimenter un petit peu avec et d'essayer différentes choses. Donc d'essayer différentes choses côté texture, donc vous verrez bientôt un modèle avec de la dentelle, et d'expérimenter différentes choses côté couleur aussi. Si vous prenez deux coloris différents, vous avez un effet chiné et je trouve que c'est assez intéressant. Et ça m'amuse beaucoup. Et sur cette base, je me suis dit que ça pourrait avoir un effet un petit peu... comment dire, que ça ferait marbré sur marbré, mais avec la texture en même temps. Enfin, je trouvais ça intéressant. Je vais vous le montrer, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. En fait, le résultat. Je le double avec donc le mohair Pearl, il me semble, donc perle, des Petites Potions aussi, qui est un gris très clair. Alors j'hésitais un petit peu à lui demander juste de teindre la même couleur, ce qui peut être sympa aussi, mais je me suis dit tant qu'à faire, autant essayer d'avoir un effet un petit peu différent, encore plus différent. Et donc voilà ce que ça donne tricoté. Donc vous voyez un petit peu les effets, les jeux de texture, de marbrure. Voilà, c'est un petit peu le modèle d'expérimentation. Et je trouve ça hyper chouette. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ça va être un pull. Ça va être un pull assez simple, basique. Les fans du jersey, vous êtes là. Col V. Et oui, c'est fou. Tout arrive. Donc ça, c'est le dos. Donc ça va être un pull à épaules tombantes, vous voyez là, hop, comme ça. Et sur les épaules, vous aurez un détail de point de riz, comme ceci. Vous voyez, j'ai fait des rangs raccourcis. Donc vous avez ce détail de point de riz ici, qui s'amenuise vers les épaules. Le reste du pull sera en jersey, là, jusqu'au bas du pull, où sur le devant, je veux faire un rappel du point de riz. Donc vous aurez une sorte de rectangle de point de riz sur le bas du pull, juste avant les côtes. Et pareil sur les poignets, juste avant les côtes des manches. Alors j'ai pas encore décidé si j'ai envie de faire le point de riz tout autour. Je verrai. Il y a plusieurs choses que j'ai envie d'expérimenter, notamment au niveau des côtes
Je sais pas si je vais faire des côtes ou si je vais faire des ourlets repliés. J'ai un peu envie de ça. Oui, non, mais parce que j'ai dit que c'était un basique, mais en fait, c'est le bazar dans ma tête. Hein, vous avez bien compris. Que quand je vais avec toute la bonne volonté du monde, je vous jure que j'y vais vraiment avec les meilleures intentions et que je suis sincère dans ma démarche de je vais faire un pull simple. Et alors, je sais pas où, dans le processus, ça devient bizarre. mais voilà, je veux essayer des choses au niveau des finitions, mais je suis pas sûre que j'arrive à le faire. Enfin, si, je sais que j'arriverai à le faire en col V. Ma question c'est, est-ce que ce sera sympa à faire ou est-ce que ce sera pénible? C'est un truc qui est intéressant, je trouve, c'est d'essayer que le tricot soit agréable, parce que parfois je fais des choix qui vont contre, je sais pas, contre une symétrie, contre une fluidité parfaite ou des choses comme ça, parce que ce serait plus pénible à tricoter. Et alors c'est selon mon radar de pénibilité, donc on n'a pas tous les mêmes goûts, bien sûr. Vous avez des gens qui adorent tricoter telle technique et d'autres qui le détestent et inversement. Mais au moins je me dis, si moi je trouve que comme ça c'est plus agréable, il y aura peut-être d'autres gens pour qui ce sera aussi le cas, et du coup ça c'est une partie importante, je pense, de la création de modèles aussi. C'est oui, certes il y a le modèle, mais au final vous passez tellement d'heures à le tricoter que c'est plus sympa si c'est aussi agréable à tricoter. Et donc là, mon histoire de col V, je sais que je pourrais me dépatouiller d'une façon ou d'une autre, mais je voudrais vérifier que ce soit pas trop pénible à faire. Donc voilà, c'est un petit peu mon incertitude du moment. Mais là, je suis sur le dos, donc je vais tricoter le dos. Ça va être un pull assez loose. Je me prévois 20-22 cm d'aisance à la poitrine. Je ferai des pinces poitrine, machin, tout ça aussi, pour celles qui en ont besoin. Et voilà, donc je vais faire une emmanchure plus basse que ce que je ferais d'habitude pour avoir des manches un peu, voilà, loose. Mais voilà, je trouve cette combinaison intéressante et j'ai juste envie d'acheter plein de duos comme ça avec ce fil marbré qu'on commence à voir ici et là. Il y a quelques teinturiers qui les proposent. Je sais, enfin il y a Deborah qui a une gamme de couleurs assez complète dessus. J'ai vu Ivy Fiberco, Natacha aussi qui en a, mais elle est post-fabrication de bébé, donc elle est en congé maternité. Et voilà, il y a d'autres teinturiers à l'international aussi qui l'ont, mais bon, vous savez que moi et les coloris de Deborah, ça se passe toujours très mal. Du coup, voilà, c'est chez elle que j'ai craqué. Voilà, donc j'ai fait mes rangs raccourcis sur du petit point de risque qui est fort sympa parce que ça ne se voit pas. Surtout si on double avec du mohair, machin. Voilà, du coup, j'ai fingering plus mohair, donc ce sera un échantillon de DK. Et DK worsted, je suis à 19 mailles normalement. Sauf problème. Du coup, ça pourra être substitué tout à fait par des fils unis, un seul fil, si jamais vous voulez vraiment un pur basique sans mon délire. mais voilà, j'aime énormément le point de riz, je sais pas si je vous l'ai dit. J'ai été très tentée quand j'ai monté, parce que voilà, j'ai monté mes deux épaules. Voilà, j'ai monté mes épaules. J'ai fait une petite augmentation ici pour faire une courbe dans le dos. Chat. Bonjour. Oui, mais t'es désagréable et tu veux pas dire bonjour aux gens. Donc tu restes dehors. Ok, c'est bon. Je vais me sentir coupable. Tu viens dire bonjour ou pas? Non? D'accord. Tu veux pas rester là? Bon, vous allez l'entendre aller. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? La distraction. Tu viens? D'accord. T'es en rouet? T'es malade? Donc j'ai fait une petite augmentation ici. Et ensuite j'ai fait mes rangs raccourcis pour former mon épaule. Et j'ai été fort tentée de faire tout le pull en pointerie. J'aime beaucoup le pointerie.
Voilà, c'est tout. Donc je vais avancer le dos et ensuite voilà, je relèverai des mailles pour faire les devants qui seront du coup des cols V. J'ai envie que ce soit un col V un peu profond. Parce que voilà, le pull va être large, le pull va être oversize, donc j'ai envie que ce soit un col V un peu profond. Voilà, court. Tu veux vraiment pas dire bonjour parce que tu sais, les gens ils t'aiment bien et tout. Bien. Non, de mauvais poils. Hein. De mauvais poils. Me griffe pas. Voilà. Voilà pour mon encours. Il y a des avions en fait qui passent, ça lui plaît pas du tout. Je vais passer au tissage puisque je suis en train de tisser un assez gros projet que vous m'avez vu commencer pendant le vlog. Non mais tu vois ce que tu fais, tu plantes tes griffes sur ma cuisse. Ça se passe mal. Ah, têtu. Je suis trop distraite. Donc, si vous ne savez pas, je tisse depuis assez longtemps. Et j'ai donc un métier. Je vais me déplacer. Regarde, tiens, va là-bas. Fais ton truc, fais ta vie. Hop, je suis en train de me tisser une écharpe avec des laines que j'ai eues dans mon calendrier de l'Avent. Lani Windle. Donc j'avais acheté commandé calendrier de l'Avent de Lani Windle. D'ailleurs c'était la première année où j'avais des calendriers de l'Avent. Ne pousse pas le trépied. C'était la première année où j'avais des calendriers de l'Avent. Je m'étais jamais vraiment mis dessus. Et donc Lani Windle, c'est une teinturière naturelle en Italie qui a des bases hyper sympas et qui teint quand même beaucoup de coloris différents. Donc si vous la connaissez pas, je vous invite à regarder notamment son compte Instagram qui est très joli. Et donc quand j'ai vu qu'elle faisait un calendrier de l'Avent, je me suis dit ah mais tiens mais c'est super parce que j'avais envie de découvrir sa laine et je me suis dit bah c'est la parfaite occasion. Et donc le calendrier de l'Avent était dans sa base Chic Blend qui est 60% laine Brogna, donc qui est une laine d'Italie. Je sais pas comment prononcer. 20% alpaga, 20% mohair. Donc c'est une base qui est assez douce, qui a un halo très joli. Et c'est une base que je trouve intéressante qui est gonflant, mais en même temps il y a un petit peu de drapé. C'est une base qui est très équilibrée. Et c'est une base fingering. Peut-être qu'elle l'a en déca. Je ne sais pas. C'est une base que j'ai jamais vue ailleurs, donc je sais pas si elle l'a fait filer spécialement pour elle. Mais voilà. Et donc on avait dans son calendrier de l'Avent plein de mini de 20 grammes de voilà, un par jour de l'Avent. Et j'ai décidé au bout d'un moment que j'allais les diviser en deux, que j'allais prendre 10 grammes pour tisser une écharpe et que les 10 autres grammes, peut-être, je ferai un projet tricoté avec. Et du coup, c'est ce que j'ai commencé à faire pendant Vlogmas. Et donc, j'ai un grand métier. Donc, des métiers à tisser, vous avez plusieurs. Vous avez des petits métiers qu'on appelle des métiers cadres, des métiers à tapisserie. En fait, ce sont des métiers qui vous servent à faire juste le tissu de la largeur du cadre. Donc par exemple, si vous voulez faire des décorations murales ou des petits projets, c'est très bien. Et sinon, vous avez d'autres types de métiers. Vous avez évidemment les métiers énormes, les très grands métiers, soit qui se mettent sur table, soit qui sont de plein pied. Voilà, des métiers quasi industriels, même si on n'utilise pas ça dans les industries, mais en gros, c'est le même principe. Et vous avez des métiers, ce qu'on appelle des métiers à peigne, rigides. Comme ça. Voilà. Donc, ce sont des métiers qui ont ça, qui est un peigne. Donc, vous avez des peignes aussi dans les très grands métiers. En fait, les peignes, c'est ce qui divise le fil vertical. Donc, le fil vertical en tissage, c'est la trame. J'oublie en français, je confonds les deux. Je pense que c'est la trame, oui. Qui divise la trame. Et donc les fils passent là-dedans et on peut les enrouler sur les bords parce que vous voyez là, hop, c'est un cadre et on peut enrouler les fils sur la barre du haut.
Ce qui permet en fait d'avoir un tissu en continu et d'avoir un long tissu, aussi long que ce que vous avez monté votre trame en fait. Donc c'est ce que vous m'avez vu faire dans le vlogmas là où je fais des allers-retours. C'est je montais mon fil de trame, j'ai essayé d'en faire un de 3 mètres environ. Et une fois que c'est monté, on va tisser. Donc je suis pas aussi, enfin je connais moins le tissage. Enfin c'est un peu toujours mon problème, c'est-à-dire je connais mais je pratique peu. En fait j'ai pas vraiment pour l'instant d'intérêt à tisser différents motifs, différentes choses. Parce que le principe du tissage, c'est que vous avez donc des fils verticaux et que vous allez passer un fil horizontal, donc la chaîne. Voilà, et vous allez le passer entre les fils. Le point de tissage de base, celui que je fais ici, c'est que vous prenez votre fil et vous allez une fois au-dessus, une fois en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, voilà, vous comprenez. Ça se fait très facilement grâce à ce peigne, puisque la façon dont les fils verticaux sont montés, ils sont séparés. Vous voyez là, hop, il y a un espace entre les deux. J'arrive pas trop à vous montrer. Voilà, il y a un espace là entre les deux. Et donc, ce qui fait que quand le peigne est dans une position, vous avez certains fils en haut. Et quand le peigne est dans l'autre position, si je peux le faire, vous avez d'autres fils en haut. Vous voyez, ça vous inverse l'espacement. Voilà. Et c'est ce qui permet de tisser plus vite. Plutôt que de prendre mon fil et de faire en dessous, en dessous, en dessous, en dessous, bah je passe tout d'un coup et passe tout d'un coup dans l'autre sens. Voilà. Bref, c'est comme ça qu'on tisse de base. Après, vous pouvez, même avec un métier de ce type, le mettre en place d'une autre façon, de sorte à ce que bien vous ayez un effet tweed ou un effet plaid, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des... au lieu de faire un fil en dessous, au lieu de faire un 1, vous pouvez faire 2, puis le décaler sur l'autre, sur le rang d'après, ce qui va vous faire des lignes diagonales, voilà, des choses comme ça. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. En termes de motifs, vous pouvez faire des dessins et tout, en fonction du fil que vous laissez dessus, voilà, vous pouvez vraiment dessiner. Soit en mettant en priorité le fil horizontal, soit en mettant en priorité le fil vertical. Donc c'est très abstrait ce que je dis, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités, de motifs, de types de tissus à faire, et que moi vraiment je fais vraiment le truc tout bête, le b.a.-ba. je passe mon fil de chaîne et je couvre toute ma trame avec pour tisser. Alors parce que j'aime bien juste ça, ça m'apporte déjà une certaine satisfaction, parce que bah, on peut jouer avec les couleurs aussi, hein. Là j'ai fait un fil, une trame toutes de la même couleur, mais je peux tout à fait faire des inserts de différentes couleurs et faire comme un quadrillage. Et c'est très chouette aussi. Bah, c'est d'ailleurs ce que j'avais fait dans ma première écharpe tissée, qui est mon écharpe de reste, que il me semble je vous avais présenté dans un de mes premiers podcasts en français. Peut-être pas les premiers, mais je vous en avais parlé, j'en suis sûre. Voilà, ça c'est une étole que j'ai tissée avec plein de restes. Et en fait, vous voyez qu'il y a comme un quadrillage. Ça c'est parce que mes fils verticaux étaient de différentes couleurs aussi. Et donc on peut le faire de manière plus prononcée que ça, hein. Mais voilà, donc en fait ce que je suis en train de faire, c'est un petit peu une redite de ce projet, mais avec... tu fais le mignon, mais avec le calendrier de l'Avent. Voilà. Donc en fait, j'avance. Vous voyez que j'ai déjà tissé un petit peu. En fait, ici, on enroule d'un côté le tissu qu'on a déjà tissé, on le stocke,
histoire de garder l'espace de travail qui est ici, libre. Et voilà, au fur et à mesure, on déroule la chaîne et on re-enroule de l'autre côté. Donc on fait glisser en fait le fil comme les fils comme ça. Voilà, donc c'est ce que je fais. Comme vous voyez, ça fait de larges rayures, ce que j'aime bien, parce que je pense que... Oula, je me suis tout emmêlée. Je pense que je vais pas pouvoir utiliser toutes les couleurs du calendrier de l'Avent. Arrête de me griffer. Donc j'ai 24 mini et il y a aussi un écheveau de 50 grammes. Et je pense que je vais pas tout utiliser. J'aurais pu mieux calculer... Ouais, bah t'as très bien compris. Alors arrête. J'aurais pu mieux calculer, mais ça aurait fait des rayures trop petites et ça aurait fait un peu trop chargé. Là, j'aime beaucoup l'effet des grosses rayures, y compris en tricot. Voilà. Donc, je sais pas exactement combien de laine je vais utiliser au final. S'il faut, il m'en restera peut-être assez pour en fait faire carrément une deuxième écharpe avec la deuxième moitié du calendrier de l'Avent. Pour l'instant, j'ai tissé, ça c'est ma 6e couleur. Donc ça c'est une navette. C'est là où en fait on enroule le fil à tisser et c'est ça que j'utilise pour passer d'un côté puis de l'autre. Voilà. Vous avez plein de vidéos de gens qui tissent sur YouTube et sur Instagram. J'ai retrouvé les comptes avec lesquels, enfin les endroits où moi j'avais commencé vraiment à tisser, sachant que voilà, j'avais commencé à tisser plus sur des tissages ornementaux, des petits tissages, et donc vous avez le blog The Weaving Loom qui est en anglais, et vous pouvez trouver le compte Instagram de Hello Hydrangea, qui est une tisserande qui fait voilà, des tissages décoratifs, qui fait elle beaucoup de motifs différents, des choses très très jolies. Il me semble qu'elle donne des cours, mais voilà, quand moi j'avais appris, de temps en temps elle mettait des petites astuces où elle montrait ce qu'elle faisait, et typiquement c'est le genre de choses où quand vous voyez quelqu'un faire, vous pouvez le reproduire. Peut-être à l'inverse du tricot où si vous me voyez faire quelque chose très très vite, vous allez la voir. Mais voilà. Donc je vous mettrai ces deux comptes en bas, ne serait-ce que pour vous donner de l'inspiration. Mais vous avez plein de vidéos de gens qui tissent, y compris en français. En français, vous avez Julie Weaves, qui a d'ailleurs un livre, il me semble, sur le tissage, pareil, les petites tapisseries murales, tout ça. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ça, c'est ma 6e couleur. Donc, j'ai fait les 6 premiers jours du calendrier de l'Avent, parce que je l'ai fait dans l'ordre. Et ensuite, donc, en fait, j'ai fait tout ça. Non, toi, pas toi. 8. 9. Et 7. Voilà, donc j'ai tissé, ici, j'ai tissé ça. Pour l'instant, pardon, excuse-moi, navré. J'ai tissé ça. Voilà. Et j'ai mis déjà en balle les 3 prochaines couleurs. Donc je vais faire 3 par 3, histoire de pas m'embêter à mettre en boule des couleurs que je n'utiliserai pas pour ce projet. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je prends donc les 10 grammes, je fais une petite boule avec des nœuds, et après je les joins en les mouillant et en serrant comme ça pour feutrer les deux couleurs ensemble. Une fois que je suis dans le tissage comme ça, j'aurai pas de fil à rentrer à la fin. Parce que oui, en tissage aussi, il est question de rentrer les fils à la fin. Et c'est beaucoup plus pénible qu'en tricot. Donc là, j'aurais pas à le faire, donc c'est cool. Voilà, je sais pas quand est-ce que j'aurai fini. C'est pas très long à faire. Mais arrête, tu me fais mal. C'est pas très long à faire de tisser. Mais en fait, c'est toute une installation. Et comme mon pied est assez grand, même si là, du coup, j'ai voulu faire une largeur plutôt d'écharpe, donc j'ai pas pris toute la largeur. Faut quand même... faut se mettre avec tout le truc et
et faire des allers-retours à des grands mouvements. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire de temps en temps, surtout parce que ça permet de jouer un petit peu avec les couleurs, ça permet d'éliminer ses restes, ça permet de jouer un petit peu avec les couleurs, parce que je trouve très intéressant de voir la différence entre un fil, notamment les fils variés, un petit peu les fils à speckles, les choses comme ça, de voir la différence tricoté, crocheté et tissé, ça ne rend pas du tout pareil, et je trouve ça très chouette. Je suis pas, voilà, comme je vous l'ai dit, je suis pas... Je le fais un petit peu comme un projet détente sans trop de pression, donc je suis loin d'être parfaite, notamment vous voyez que mes bordures c'est un peu c'est pas très net. Moi en fait, tant que ça ne tire pas, parce que en fait quand vous passez le fil d'un côté et l'autre, là si je prends le fil, que je le passe et que je fais ça, eh ben, ça va resserrer mes bordures et ça c'est pas joli. Donc idéalement il faut vraiment le faire de sorte à ce que les bordures soient droites mais ne tirent pas. Moi je m'en fous, donc je laisse un petit peu de mou et quitte à ce que ça fasse des petites bouboules comme ça, mais je trouve pas ça spécialement moche. Voilà pour mon projet de tissage. Ce métier là, c'est un métier Funem Studio qui est une boutique en Belgique il me semble. Ce n'est pas un métier à peigne traditionnel, dans le sens où il y a des... Vous voyez là, il y a des encoches sur les bords, parce qu'on peut du coup aussi l'utiliser comme un grand métier à tapisserie. Si j'enlève ça, si j'enlève le peigne, bah, j'ai juste le cadre, en fait, comme un métier à tapisserie. Voilà, si vous voulez prendre un métier à peigne, je vous conseille plutôt de partir sur les marques classiques, genre Ashford, Crumsky, tout ça. Parce qu'en fait, vous aurez beaucoup plus de ressources en ligne et vous aurez beaucoup plus d'accessoires. Par exemple, vous pouvez acheter 2 peignes et monter les fils différemment et alterner, et ça vous permet de faire plein de motifs différents en faisant des choses comme ça. Vous avez... il y a un livre en particulier qui s'appelle Inventive Weaving on a Little Loom, donc le tissage inventif sur un petit métier. Je ne sais pas s'il est traduit en français, mais bref, c'est un livre spécifiquement dédié au métier à peigne, où on vous explique comment monter la trame, comment organiser votre peigne, afin de... Vous avez toutes les instructions afin de faire tel type de motif. Et donc vous avez, ça vous montre un petit peu l'étendue des possibilités. Mais moi, comme je vous dis, je reste vraiment sur le b.a-ba. J'ai pas, voilà, je tisse plus tellement de petites tapisseries non plus, et j'ai pas, pour l'instant, l'envie de vraiment m'amuser à faire des motifs complexes sur des grandes bandes de tissu. Mais voilà. Voilà pour mon projet de tissage. Si vous avez des questions autres que où est-ce que tu as appris, parce que je ne peux pas vous répondre. Voilà, c'est peut-être... en fait, je me suis rendu compte que j'ai peut-être mal expliqué la dernière fois tout mon délire sur comment j'apprends les choses. En fait, mon point de départ, c'était que je ne pouvais pas vous dire où j'avais appris ou comment j'avais appris certaines choses, parce que bah, partout. En fait, il y a trop de ressources, parce que je pioche vraiment à droite à gauche, et c'est assez difficile de retrouver une source précise et complète, parce qu'il n'y en a pas vraiment en fait. Voilà. Et c'est le cas du tissage, c'est beaucoup de tâtonnage et de... Disons que j'ai importé certaines techniques que j'avais apprises en ce qui concerne la petite tapisserie, et de toute façon ça reste, comme je vous l'ai dit, très très basique, donc c'est pas... Je suis loin de faire des trucs très avancés qui nécessitent beaucoup de connaissances. Voilà, je pense que j'ai tout dit concernant le tissage, et c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouverai sans doute mi-février. Voilà, n'hésitez pas à
me rejoindre en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine.